Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos consacrée à la programmation orientée données. Dans notre vidéo précédente, nous avons vu que le transfert de données de la mémoire vers le processeur est un goulot d'étranglement pour de nombreux algorithmes. Pour un processeur fonctionnant à 3 GHz, la lumière ne parcourt que 10 cm pendant un cycle processeur. Pour cette raison, les fabricants ont choisi d'implémenter des mémoires très rapides directement sur les processeurs, les caches. Sur un processeur moderne, il y a même plusieurs niveaux de cache. Sur le processeur Intel présent sur notre MacBook Pro, un cache de 6 MB est partagé par les 4 cœurs de notre processeur. Chaque cœur possède en outre un cache L2 de 256 kilo-octets. Ce cache est bien plus rapide. Enfin, deux caches L1 de 32 kg, qui sont encore bien plus rapides, sont présents sur chaque cœur. Un de ces caches contient les instructions du programme exécuté, alors que l'autre contient les données. Pour vous donner une idée de la rapidité de ces caches, rappelons que le temps nécessaire à la multiplication de 2 entiers est de l'ordre de 2 cycles processeurs. Le temps nécessaire pour un accès au cache L1 est de 4 cycles. Pour un accès au cache L2, il vous en coûtera 10 cycles. Il faudra en faire respectivement 40 et 200 cycles pour un accès au cache L3 et à la RAM. Si le processeur et les différents niveaux de mémoire jouaient à Pong, voici ce que cela donnerait. Observons tout d'abord la vitesse d'un échange entre un processeur et le cache L1. Une vitesse que nous qualifierons de normale. Notons que lors de la sortie de Pong dans les années 70, la RAM était aussi rapide que les processeurs. Autrement dit, le temps d'accès à RAM était de l'ordre de grandeur de la multiplication entre deux entiers. Maintenant, seul le cache L1 est capable de cette rapidité. Si on observe une partie de Pong entre le processeur et le cache L3, on s'ennuie beaucoup plus. Enfin, voici une partie de Pong entre le processeur et la RAM. La partie est 50 fois plus lente que la partie d'origine. Si je vous montre une partie de Pong, ce n'est pas par hasard. L'industrie du jeu vidéo doit faire tourner des jeux à une vitesse de 60 images par seconde, sur des machines qui ont parfois été conçues il y a plus de 10 ans. Cette industrie a compris il y a longtemps qu'accéder à la RAM était très coûteux et a développé des méthodes logicielles pour minimiser ces accès. Malheureusement, les concepts du tout objet qui ont dominé durant les années 90 et 2000 ont complètement ignoré ces problèmes. C'est pourquoi il est aujourd'hui essentiel d'apprendre à minimiser ces problèmes et pas uniquement dans les jeux vidéo. Nous allons maintenant faire l'expérience des différents niveaux de cache à l'aide d'un programme que vous pourrez faire tourner sur votre machine. Nous allons définir un tableau unidimensionnel de nœuds. Chaque nœud va contenir un pointeur vers un autre nœud, mais aussi des données. Ainsi, selon la taille de ces données, chaque nœud occupe 1, 2 ou 4 lignes de cache. Rappelons que le cache est l'unité atomique de transfert des données et fait 64 octets sur la plupart des ordinateurs modernes. Nous allons ensuite traverser ces nœuds en partant du premier et en suivant les pointeurs. L'organisation des pointeurs sera faite de deux manières différentes. La première organisation imposera un accès séquentiel. Chaque nœud pointera vers le nœud suivant dans le tableau. Cette organisation sera donc représentative des accès mémoire que l'on fait lorsque l'on travaille avec des tableaux unidimensionnels. Autrement dit, des standards vecteurs en C++. La seconde organisation imposera un accès aléatoire. Chaque nœud pointera vers un autre nœud du tableau, choisi aléatoirement. Les liens seront cependant faits pour que le suivi des pointeurs nous fasse parcourir tout le tableau. Le programme est bien entendu disponible sur GitHub à l'adresse suivante. Les résultats que nous vous présentons représentent le temps par nœud traversé lors du parcours complet de notre structure. Ici, la taille du nœud est ajustée pour n'occuper qu'une seule ligne de cache. En abscisse, nous représentons la taille en octets de la structure complète. Commençons par expliquer la courbe rouge qui correspond à la structure parcourue de manière aléatoire. Cette courbe est croissante, ce qui indique que plus la taille de la structure totale est grande, plus le temps d'accès par nœud est grand. Si notre ordinateur ne présentait pas de cache, on aurait une fonction constante. Ici, on observe clairement les trois niveaux de cache de notre processeur. Jusqu'à 32 kg, nous sommes dans le cache L1 et le temps de traversée est de l'ordre de 3 cycles par ligne de cache. Entre 32 et 256 kg, le temps de traversée est de 10 cycles par ligne de cache. Nous sommes bien dans le cache L2. Puis, entre 256 kg et 4 MB, il nous faut 40 cycles par ligne de cache pour traverser notre structure. Il nous faut enfin 280 cycles par ligne de cache pour traverser des structures de plusieurs centaines de mégas. Nous retrouvons donc les tailles de nos caches et les temps d'accès mémoire annoncés plus haut. Deux remarques cependant. La première est que le plateau du cache L3 se termine à 4 mégas, un peu avant les 6 mégas de la taille effective du cache. La raison est simple.
le cache L3 est partagé par tous les cœurs de notre processeur et le système d'exploitation ainsi que les autres programmes tournant sur cette machine utilisent aussi ce cache. Le même test effectué sur un Linux minimal, sans interface graphique, fait apparaître une fin de plateau beaucoup plus proche des 6 mégas. Une autre remarque est que le temps d'accès à la RAM est de l'ordre de 280 cycles par ligne de cache, une valeur supérieure aux 200 cycles par ligne de cache annoncée. Cette différence est due au Translation Local-Site Buffer, le TLB, qui permet de faire de la traduction entre les adresses virtuelles, c'est-à-dire les adresses qui sont contenues dans les pointeurs, et les adresses physiques de la mémoire. Avant d'aller chercher une donnée en mémoire, il est nécessaire de savoir où elle se trouve, ce qui ajoute encore de nombreux cycles avant de pouvoir travailler avec toutes ces données. Passons maintenant à la courbe bleue qui représente une traversée avec un accès séquentiel et un nœud occupant toujours une seule ligne de cache. On observe toujours une perte d'efficacité lorsque la structure ne tient plus dans le cache L1. Mais ensuite, les performances sont sensiblement les mêmes, que la structure se trouve dans le cache L2, L3 ou dans la RAM. Tout semble se passer comme si toute notre RAM bénéficiait de la vitesse du cache L2. La raison de ce phénomène, le prefetching. L'accès aux données étant régulier, le processeur est capable de prédire les futurs accès RAM et donc de charger en cache ces données bien avant d'en avoir besoin. Pour les très grandes valeurs de n, le coût d'accès à une ligne de ce cache est de 20 cycles processeur. On mesure donc une bande passante de l'ordre de 10 Go par seconde. Toujours avec un accès séquentiel, fixons maintenant la taille de notre nœud à 2 lignes de cache. Étant donné que le pointeur vers le nœud suivant se trouve en tête de nœud et qu'on n'utilise pas les autres données de notre nœud, le processeur ne va charger que la première ligne de cache. Comme l'accès de mémoire est toujours régulier puisqu'on demande une ligne de cache sur deux, on s'attend à obtenir exactement les mêmes performances que lorsque le nœud n'occupait qu'une ligne de cache. Mais dès qu'on sort du cache L2, les performances sont moindres que dans le cas précédent. La raison de ce problème est simple. Tout d'abord, le prefetching ne marche pas à travers les pages mémoire qui, elles, font 4 kg. C'est nécessaire pour des raisons de sécurité, car autrement le programme pourrait accéder à des zones mémoire qui ne lui appartiennent pas. Le prefetching ne peut donc pas être aussi efficace si les accès mémoire ne sont pas compacts. De plus, le Translation Local-Site Buffer, qui est responsable de la traduction des adresses virtuelles en adresses physiques, est aussi responsable de cette perte de performance. Bien entendu, si la taille de notre nœud passe à 4 lignes de cache, la performance s'écroule encore et devient presque aussi mauvaise qu'un accès aléatoire en mémoire. Le prefetching ne peut plus faire son travail correctement. En conclusion, la non-maîtrise des accès mémoire peut facilement vous faire perdre un facteur 30 sur la vitesse de votre programme. Seul le prefetching peut vous permettre de garder une bonne performance une fois sorti du cache L2. Rappelons-le, ce cache ne fait que 256 kg. Ce prefetching est activé automatiquement par le processeur, mais n'est efficace que si les deux conditions suivantes sont réunies. La première est que les accès mémoire doivent être prévisibles. La seconde est que les données utilisées doivent être agencées de manière compacte. Bref, la structure de données idéale pour bénéficier de cela est le tableau unidimensionnel, c'est-à-dire le standard vector en C++. C'est la raison essentielle pour laquelle les programmes Fortran sont si efficaces. Les programmeurs Fortran n'ont pratiquement que des tableaux à leur disposition et ils ont appris à programmer leur structure de données à l'aide de ces tableaux. Malheureusement, de nombreuses structures de données de la librairie standard du C++, autrefois appelée STL, sont basées sur des listes chaînées et leur performance n'est pas optimale. Citons par exemple Standard Map et Standard Unordered Map, qui est une table de hachage. C'est d'autant plus regrettable que des tables de hachage basées sur des vecteurs existent. Mais le standard du C++ interdit une telle implémentation. Dans la prochaine vidéo, nous donnerons quelques conseils pour construire et utiliser des structures de données qui permettent de tirer profit des caches et du prefetching.